Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Hello Anthony, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, merci. Alors, déjà, merci d'avoir pris du temps sur ta journée pour venir discuter avec moi et puis les auditrices et les auditeurs du podcast. Euh, Anthony, est-ce que tu pourrais te présenter? Parce que je pense qu'une partie des gens qui vont écouter le podcast connaissent l'entreprise que tu as montée, mais pas forcément toi. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer ce que tu fais? Bien sûr, donc Anthony Sora, je suis un des fondateurs de la société Azeo. Donc Azeo, on est une société qui accompagne les professionnels du sport et du bien-être pour activer, engager et monétiser leur communauté de clients sur quatre gros axes: le coaching, la nutrition, la partie relation client, réservation et la partie gamification. Donc motivation de ses clients, au travers d'une d'applications mobiles personnalisées. Donc, notre métier, finalement, chez Azeo, c'est, je pense, là-dessus que beaucoup nous connaissent, c'est faire des applications mobiles personnalisées pour les coachs, les salles de sport, les studios, les réseaux de coachs, les franchises. Voilà, on travaille avec tout type d'acteurs. Moi, qu'est-ce que je fais chez Azeo? Donc moi, je suis directeur des opérations. J'ai rejoint Azeo en 2019, fin 2019, alors que la société avait été créée 4 ans auparavant, Mhm. donc par mes associés. On est quatre associés, trois associés qui sont des pure tech, qui ont développé la technologie de 2015 à 2019. Donc on a un tech un tech web, donc qui développe la partie web, un tech iOS pour les applications Apple et un tech Android pour les applications du coup Android. Je suis arrivé fin 2019, avant tout avec la casquette finalement business, puisque mes trois associés avaient pas cette vision-là, ni ce mindset, donc faire décoller la boîte, voilà, la lancer. Et puis, de fil en aiguille, effectivement, on va dire plutôt une casquette commerciale. Et de fil en aiguille, bah, très vite, la fonction plus directeur des opérations, puisque ben, après, tu vas récupérer ou gérer le marketing, tu vas créer un service support. Et donc, ben, finalement, petit à petit, tu te retrouves à recruter sur différents postes, différentes missions. Tu commences à créer des petits départements marketing, département support. Et puis, ben, moi, je chapeaute tout ça. Ok, Donc, depuis maintenant 4 ans. d'accord. Quand tu arrives en 2019, vous êtes, il y a les trois premiers associés plus toi. Vous êtes quatre ou il y a déjà du monde en plus? Non, non, on est trois, il y avait les trois associés plus moi. On Ok. fait pas de chiffre d'affaires puisqu'on on ne vend rien. On commence à vendre, à commercialiser en janvier 2020. Les seules choses qu'on a en 2019, c'est déjà quand même quelques ambassadeurs. Donc des ambassadeurs, ou en tout cas des partenaires pilotes, je dirais. Mhm. Donc des coachs notamment ou des gérants de salles qui testent le produit et qui nous aident à l'améliorer, puisque le produit réellement, donc l'application mobile Azeo, elle est sortie en été 2019. Donc en fait fin 2019, il y a très peu il y a très peu de recul. C'est aussi pour ça que ça se timait assez bien. Voilà, il y avait un besoin de leur côté. Moi, ça matchait avec mes aspirations. Et du coup, j'ai pris ces fonctions-là pour lancer la boîte commercialement parlant, quoi. Ok. Aujourd'hui, aujourd'hui, Azeo, ça compte combien de collaboratrices et de collaborateurs? Aujourd'hui, là, on est 18. Ah ouais, belle évolution. Ouais, 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 sympa, ouais. Ouais, ouais, Ok. on est 18. On a, ben,
On a une grosse partie tech, notamment, donc on va avoir 5 personnes sur la partie tech. Et après, on est dispatché avec un service marketing, un service commercial, un service support et un petit service RH compta. Ok. Toi, Qui est aujourd'hui. ton Vas-y, background de vas-y. formation, parce que là, bon, tu évolues dans l'industrie du fitness, du sport, du coaching, bien-être, performance, nutrition, enfin, voilà, dans cette industrie du fitness qui englobe au final plein d'acteurs et d'actrices différents sur le marché. Toi, c'est ton domaine de formation initial ou tu viens d'un autre domaine avec une formation peut-être plus commerciale et de gestionnaire et plus business? Alors, c'est plutôt la deuxième, la deuxième solution. Ok. Je viens d'un parcours plutôt business et même finance, puisque j'avais fait un double master management et finance à l'époque de mes études. Mhm. J'ai notamment commencé ma carrière dans un milieu qui n'a rien à voir avec le sport, puisque j'étais dans le milieu industriel. Ok. Donc, dans des fonctions support, des fonctions notamment ce qu'on appelle fonctions support administratives. J'ai commencé non en tant que commercial, mais le siège d'en face en tant qu'acheteur. Mhm. Donc, j'ai fait toute ma carrière en tant qu'acheteur. Donc, pour ceux qui connaissent pas les achats, puisqu'effectivement, c'est un métier qui est plutôt présent dans des grosses structures, en tout cas dans des structures qui commencent à être voilà, à plus de 100 personnes, 200 personnes. Bah, les entreprises ont des dépenses et effectivement, à partir d'un moment, alors souvent dans les TPE, ces dépenses-là sont gérées par les patrons. Et à partir d'un moment, bah, on embauche des personnes pour s'occuper de ces dépenses-là et faire en sorte de faire des économies. Mhm. Et donc, ce sont ces acheteurs-là qui vont recevoir les commerciaux derrière pour potentiellement négocier les contrats et négocier les meilleurs prix. Donc, moi, j'ai fait ça pendant près de 7 ans, notamment dans l'industrie. Soit deux industries. J'ai travaillé dans l'industrie du verre, donc pour un sous-traitant de Saint-Gobain, qui est une société assez connue en France, donc qui fait dans beaucoup de verreries et bouteilles de verre. Mhm. Et j'ai travaillé dans l'aéronautique après, donc pendant près de 6 ans. Donc aéronautique, mon entreprise faisait des pièces pour les avions et les fusées. Et donc moi, je m'occupais d'acheter justement les composants qui allaient former ces pièces. Incroyable. C'est vrai que on n'y pense pas forcément parce qu'on parle souvent du métier de vendeur, mais du coup, ouais, effectivement, à partir d'un certain volume, une certaine taille de société, tu as des métiers d'acheteur. Ok. Bon, improbable en fait de venir de ce secteur-là et de rencontrer le secteur du fitness. Comment ça se passe, cette rencontre avec les trois premiers associés? Comment tu arrives dans cette industrie-là? Comment tu te sens en arrivant en fait dans une nouvelle industrie qui, ok, c'est du business, les fondamentaux sont peut-être les mêmes, mais l'ambiance change, les codes changent. Raconte-nous un peu tout ça, je suis hyper intéressé. Alors, donc la story, déjà, Ouais. comment on se rend compte, puisqu'elle est assez marrante et c'est vrai que je la partage assez souvent. Donc, certains l'auront peut-être déjà entendu. Moi, dans mon métier d'acheteur, donc j'étais à un certain moment donné, j'ai fait rester 6 ans dans la même boîte et j'ai gravi les échelons, j'allais dire step by step, mais tous les 2 ans, j'ai passé des gaps pour prendre la direction en fait du service achat au niveau du groupe, de l'entité groupe Mhm. de ma boîte, ce qui fait que j'avais plusieurs usines à gérer, en tout cas gérer les achats de plusieurs usines, notamment en France, en Maroc et au Maroc. Je me déplaçais donc beaucoup. J'adore le fitness. Je faisais notamment à l'époque pas mal de CrossFit. J'ai toujours fait de la muscu depuis que j'ai 15 ans, puisque j'ai fait du vélo à haut niveau. Et à l'époque du vélo, je faisais un peu de ce qu'on appelle de vélo de piste, donc sur le vélodrome, et on Mhm. passait quand même du temps à la salle. Donc ça avait créé ce lien. Donc je me suis toujours entraîné. J'avais plusieurs abonnements dans différentes salles, mais pas d'application. Et en fait, voilà, été 2019,
je cherche une application pour m'entraîner moi en tant qu'utilisateur, pour m'accompagner dans les différentes salles où j'étais abonné à l'époque. Donc c'était Fitness Park, Basic Fit et l'Appart Fitness. J'avais 3 abonnements. Et je télécharge plusieurs apps, dont Azeo. Et Mhm. après avoir testé les différentes apps, je garde Azeo parce que je trouve que cette app est mieux que les autres. Ok. Quelques mois plus tard, effectivement, je prends la décision de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais et de monter ma société de conseil, donc en auto, en propre. Et j'en profite également puisque j'étais intéressé de m'investir dans un projet, on va dire startup digital. C'est quelque chose qui me travaillait depuis longtemps. J'en profite pour avancer avec 2 sociétés et discuter. Alors, c'est un simple mail en fait qui va nous mettre en relation avec Azeo. Un mail que j'envoie, je crois, en octobre en disant bah voilà, j'ai ma société de conseil, j'ai des clients partout en France, je me déplace, j'aime bien ce que vous faites, je suis utilisateur. Si vous voulez, je parle de vous, envoyez-moi des flyers et je dépose des flyers dans les boîtes aux lettres des salles de sport. Mhm. Euh, En tout cas, j'avais compris le business comme ça. Et bon, eux me rappellent en me disant, bah écoute, c'est dingue que tu nous demandes, enfin, que tu nous proposes ça. On est justement aujourd'hui dans une recherche d'un profil comme toi, d'un profil business. On est 3 tech. On ne sait pas trop comment lancer et là où on veut aller. Il y avait à l'époque un modèle qui était orienté plutôt B2C et un second modèle B2B. Mais le but était en fait sur le modèle B2C, donc en public, de créer peut-être une app qui soit en capacité de concurrencer des apps comme Adidas ou Puma Workout par exemple, ou Freeletics et d'autres. Et donc finalement, moi, je prenais cette direction de plutôt gérer la partie business. En tout cas, il me proposait de m'occuper plutôt de la partie business. Euh, voilà, ça correspondait à ce que je pouvais savoir faire. Le profil de mes associés correspondait à finalement à la typologie de personnes avec lesquelles je voulais m'associer. Donc des personnes qui avaient un gros bagage, plus de la quarantaine, donc voilà, une notion d'expérience et de connaissances importantes. C'est ce qui avait fait mon choix d'ailleurs, parce que j'avais hésité avec une autre à m'investir sur une autre startup qui faisait sur quelque chose rien à voir d'ailleurs, Mhm. pas dans le sport, mais avec des profils plus jeunes. Et ce qui a fait notamment la décision, en un, c'est le fait d'aller dans le sport, parce que je suis Mhm. sportif, et donc de rejoindre ce secteur. Et en deux, c'était le profil des associés, qui est ultra important d'ailleurs pour accompagner assez régulièrement des gérants ou des indépendants qui ensuite vont s'associer pour créer des concepts, notamment dans le personal training. Tu le vois Mhm. assez souvent, des traîneurs qui s'associent pour créer un phénomène de réseau. Ou alors, j'accompagne aussi des patrons de start-up. L'association, c'est ultra important et identifier les bonnes personnes, suivre son feeling et avancer aux valeurs, c'est vraiment essentiel. Mhm. Je suis content de l'avoir fait à ce moment-là parce que je ne le savais pas. Et bon, ben, finalement, je l'ai plutôt fait à raison, puisque ça fait maintenant 4 ans, plus de 4 ans et demi, bientôt 5 ans, en fin d'année, donc en septembre. Donc c'est plutôt cool. Incroyable. En fait, tout commence grâce à un mail. Ouais, c'est ça. Tout commence grâce à un mail. Dinguerie. Ok. Voire même, tu peux te dire, tout commence parce que finalement, j'avais cette idée de m'investir, en tout cas de m'inscrire dans un projet digital. Mhm. Comme je te le disais, je suis un peu assez entrepreneur depuis toujours, mais à la différence d'entrepreneurs, et j'en rencontre beaucoup, c'est que je me sentais pas les épaules à 25 ans, par exemple, Mhm. 23 ans, 25 ans, 27 ans. Je me sentais pas les épaules pour entreprendre. Alors peut-être qu'il y avait aussi la notion j'ai un côté ben, ancien, je fais du sport à haut niveau, donc quand tu fais du sport à haut niveau, tu t'alignes, en tout cas à l'époque, dans le vélo, tu t'alignes pour gagner, pour lever les bras. Mhm. Tu t'alignes pas sur une course pour finir dans le peloton. Donc peut-être qu'il y avait cette notion je me sentais pas légitime encore et capable de faire un projet d'envergure. Et donc j'ai attendu 30 ans, puisqu'aujourd'hui j'en ai 34. Mhm. J'ai attendu 30 ans. Bah, finalement,
des études plutôt assez poussées jusqu'en master avec deux masters, un double master et 7 ans d'expérience avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que j'estimais effectivement que j'avais besoin de ce temps-là pour peut-être pour être légitime. En tout cas, moi, Mhm. j'ai eu besoin de ce temps-là et ça m'impressionne d'ailleurs énormément quand je vois des gens beaucoup plus jeunes, des gens de 22, 23 ans qui sont entrepreneurs, qui ont entrepris et qui ont des super boîtes. J'avoue que je suis impressionné et c'est beau de voir des entrepreneurs qui arrivent à avoir ce courage de se lancer beaucoup plus tôt. En tout cas, c'est hyper inspirant, je trouve. Clairement, clairement. Alors, moi, la question que je me pose, au-delà de l'admiration que j'ai pour eux, et c'est marrant que tu en parles maintenant parce que c'est une réflexion que je me suis fait il y a pas très longtemps, et notamment parce que je suis un gars sur Instagram qui s'appelle Théo Le Lion, qui a monté une boîte qui Ouais, s'appelle Kudak. Et le ouais, ouais. gars a 20, Plusieurs. enfin, moins de 24 ans, par là autour. Et alors déjà, je trouve ça hyper impressionnant. Je me demande en fait qu'est-ce qui se passe dans leur tête parce que moi, à 24, 25 ans, je pensais pas du tout à ce genre de truc. Et je me demande en fait quels sont les sommets qu'ils vont pouvoir atteindre étant donné le départ qui est super tôt. Mais Ouais. du coup, il faudra peut-être que je fasse un jour un podcast avec Théo Le Lion pour lui poser la question. Euh, Ah, il est Aujourd'hui, super donc, inspirant ouais, en plus. on est, Il est super inspirant. aujourd'hui, on est donc 2019, on est quasiment 5 ans après cette mise Désappel. avec Azeo. Vous fonctionnez, vous avez des bureaux, vous avez un endroit fixe où vous voyez, où tout le monde est en remote, tout le monde travaille depuis chez lui. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la, voilà, de la mise en relation entre les collaboratrices et les collaborateurs, avec tes associés? Comment est-ce que vous fonctionnez? C'est quoi la mécanique? On est sur un modèle un peu, on va dire, hybride. On a nos bureaux à Lyon qui ont été créés très vite, en tout cas qu'on a pris très vite, parce que ben, comme moi étant lyonnais et ayant ressenti, donc 2020, je commence à partir de zéro, je connais pas du tout le secteur, j'ai aucun contact, j'ai rien. Mhm, Donc, bah, je commence par, j'allais dire, prendre mes petites jambes et aller toquer aux portes. Et puis, ouais. donc, je fais ça sur Lyon, je fais ça sur Mâcon, Saint-Étienne, Grenoble, donc toutes les, on va dire, les grandes villes de la région lyonnaise pour avoir un peu un ressenti, pour essayer de vendre la solution business. En parallèle, on commence à faire ce qu'on appelle des roadshows. Donc les roadshows, c'est quand tu vas chercher des fonds Mhm, auprès d'investisseurs sur le modèle grand public. Parce qu'on avait ces deux modèles-là dans l'idée au départ en 2020. Et en fait, on se prend des portes. Donc on nous dit non. Clairement, on nous dit le modèle grand public, on suit. Enfin, personne ne suit. Donc finalement, tout se recentre sur le modèle business B2B. Donc, on est en mars 2020, juste un peu avant Covid. Donc là, on fait vraiment un gros focus. Donc, moi, finalement, ça me convient bien puisque c'est ce pourquoi moi j'étais intégré à l'équipe. Et le Covid tombe. Les feedbacks et les retours que j'avais en discutant avec les différents premiers potentiels clients, c'est que le produit est intéressant, mais finalement, il y a déjà des solutions qui sont présentes, donc il faut démontrer l'intérêt. Et les solutions présentes, elles ne sont pas obligatoirement les plus, entre guillemets, c'est pas obligatoirement les concurrents que tu attendais. En tout cas, c'est les mhm. concurrents directs. Par exemple, chez les coachs, on a le PDF, on a les Google Spreadsheet ou le tableau Tableau Excel. Excel. Et, ouais, et c'est un concurrent qui est dur à déloger parce que c'est gratuit. Ouais. Donc, il faut réussir à Ouais, ou expliquer aux coachs. c'est ouais. Ta suite Office en Suisse, elle te coûte 60 balles, quoi. Donc c'est. Ouais. Donc, il faut expliquer finalement aux coachs. Alors, ça a tendance à vraiment. Maintenant, il y a beaucoup moins besoin d'expliquer parce que c'est vrai que euh, les coachs ont vraiment fait le pas de se digitaliser et notamment parce qu'il y a aussi l'aspect vente, monétisation
qui a été intégré dans les apps et qui permet de sécuriser et de pérenniser son business parce que finalement, ça te permet d'encaisser l'argent, ça te permet d'éviter d'avoir de l'argent dehors, ou en tout cas des clients qui ne te payent pas, ça te permet de gérer ton calendrier et autres. Donc, ça, je dirais assez vite. En 2 ans, on a vu un phénomène, notamment chez les coachs pendant Covid, et le Covid a plutôt aidé là-dessus à forcer la digitalisation. C'était la question que Euh, j'allais te poser, c'était est-ce que le Covid a été du coup pour le coup et pour vous, alors parce qu'on l'a évidemment tous vécu d'une manière différente, hein, mais est-ce que ça a été pour vous plutôt une aubaine, entre guillemets, ou plutôt un gros coup dur? alors, je vais te répondre. Je vais me mettre vite fait en pause. Je vais brancher mon ordi. Ouais, vas-y. Comme ça. Ah, c'est good. Je reprends. Du Donc, coup, ouais, la question c'était aubaine ou grosse merde. donc, pour répondre à ta question sur le Covid, est-ce que ça a été une aubaine pour nous ou une galère? C'est difficile d'y répondre. Je vais expliquer pourquoi. J'adore quand c'est complexe. Euh, Donc vas-y, je t'écoute. je vais expliquer pourquoi. Et ça peut être intéressant d'ailleurs, je ne sais pas après, d'avoir des retours de comment les gens le comprennent. Est-ce que pour eux, l'explication que je vais donner fait en sorte que le Covid a aidé Azeo ou pas? Ok, Donc, on a le Covid qui arrive mars 2020, fin mars 2020. Euh, c'est compliqué, c'est un cataclysme pour tout le monde, que ce soit dans le clairement. monde du fitness, mais personnellement. Donc, nos clients, les salles de fitness ferment. Et les coachs restent chez eux et ne peuvent pas se déplacer pour faire par exemple du coaching en salle ou pour faire du coaching à domicile. La seule solution, c'est effectivement faire du coaching à distance. Si on s'arrête à finalement à ce schéma-là, on se dit aubaine pour Azeo. L'application est essentielle pour faire du coaching à distance. Elle est hyper complémentaire à une activité de coaching en salle et à une activité de coaching à domicile parce qu'elle permet de gérer le quotidien et de garder le lien avec son client et d'avoir un super suivi. Mais c'est vrai qu'en coaching à distance, on se dit que c'est vraiment l'outil central, c'est obligatoire. Mhm. Donc, aubaine. Sauf que, grosse difficulté financière du secteur, grosse difficulté financière tout court et économique de toute entreprise en fait. Et, et grosse incertitude personnelle. Parce qu'il y a Mhm. l'autre aspect et qu'on ne considère pas, c'est qu'en fait, on ne savait pas où on allait. Clairement. Euh, donc, nous, on avait des coachs qui se lançaient, qui prenaient Azeo, qui finalement, après, le contexte a fait qu'ils n'ont pas voulu se lancer dans le coaching. Ils sont rentrés dans le salariat. Donc, voilà, enfin, il y a, il y a un côté assez psychologique et personnel qui a joué beaucoup. Et finalement, quand tu dis ça, je ne sais pas si enfin, Mhm. sans Covid, ça allait plus vite. Puisque c'est vrai que tu peux pas enlever que ça a clairement en 2 ans montré que se digitaliser c'était essentiel et obligatoire. On arrive janvier 2020, on est plutôt dans un modèle où on cherche plutôt des early adopters en marketing. Donc early adopters, c'est les personnes c'est la première phase quand tu commences à commercialiser un produit. Et effectivement, tu cherches les personnes qui sont en avance
parce qu'ils sont déjà un peu précurseurs, mais c'est une très faible partie de ta cible marché en fait. Mhm. Et le Covid arrive et finalement, on peut presque considérer qu'en 2 ans de Covid, ben, les early adopters et le fait d'avoir eu cette coupure où on était tous cloisonnés chez nous a emmené le marché presque à phase de maturité parce que il y a eu un apprentissage en 2 ans qui s'est fait que se digitaliser, c'est obligatoire si tu veux que ton activité elle tourne de manière pérenne. Ok. Ouais, situation Donc, extrêmement paradoxale avec un contexte qui force le développement du marché et d'un autre côté, des gens qui, parce qu'ils ne peuvent pas bosser à cause de la situation, ont peut-être moins de moyens financiers à mettre dans l'application. c'est ça. Ok. C'est ça. Donc, ouais, c'est vrai que je pense que dans le contexte, euh, on serait allé plus vite sans Covid. Mhm. Pour la simple et bonne raison que je pense que c'est plus limitant le fait que bah, ton marché, tes clients soient dans un contexte de stress et d'inquiétude finalement de survie de leur entreprise, donc investissent beaucoup moins, alors que sans Covid, ben, tu aurais eu, voilà, le fitness avait des super, le bien-être le sport avait des super indicateurs de croissance, tous les feux étaient au vert, il y a, enfin, année après année, si tu regardes les 5 dernières années, les investissements, les montants investis étaient toujours plus supérieurs. On avait des ouvertures de salles avec, je crois, sur 5 ans, quasiment un plus 25 ou plus 30% en termes de nombre de salles. Pareil au niveau des formations coach, en nombre de coachs. Mhm. Donc, je pense que le contexte aurait été plus favorable enfin, sans un Covid, en tout cas commercialement parlant, parce que Mhm. c'était plus facile de vendre. Après, c'est vrai que bon, finalement, je pense que nous, en tant que société, on a peut-être eu, entre guillemets, une petite chance. C'est que effectivement, on répondait à une problématique qui a été mise en exergue par le Covid. Et donc, ça, même si on a, je pense, accéléré moins fort, on a quand même réussi à croître, à faire 60 coachs et 70 salles la première année, 150 coachs, 140 salles la deuxième année, et vice-versa, et à faire un chiffre d'affaires qui se multiplie année après année. Donc voilà, peut-être que les multiples auraient été plus importants sans Mhm. Covid et qu'on serait peut-être pas 18, on serait peut-être 40. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça a été hyper enrichissant aussi parce Mhm. que beaucoup de boîtes qui se sont lancées avant Covid ben, ont eu du mal à sortir et à tenir et à éclore. Et nous, on peut être assez fiers de l'avoir fait et d'avoir réussi à passer cette période en partant de zéro et d'avoir continué à croître année après année. Incroyable. Bien joué. Franchement, vous avez bien géré ça. J'avais pas prévu de te poser cette question-là, mais vu que tu es venu sur le sujet, et puis parce que c'est dans le contexte, donc on est avant cette crise sanitaire, tous les feux sont ouverts concernant le monde du fitness. Voilà, le boulevard est devant, il n'y a plus qu'à avancer. Il y a ça qui se passe. On va pas se mentir, pour le secteur du fitness, en Suisse, je pense comme en France, bon, bah, c'est la grosse merde, toutes les salles sont fermées. La crise passe. Timidement, ça reprend un peu. Timidement, ça reprend un peu. Aujourd'hui, on est en 2024. À ton avis, dans quelle direction va l'industrie du fitness? Est-ce que, bah, toi, à mon avis, qui doit être quand même passablement au courant et doit rechercher des stats par rapport à ça, est-ce qu'on est de nouveau sur un les feux sont ouverts, le boulevard est ouvert et puis le marché va reprendre avec un peu de temps son inertie qu'il avait avant? Ou est-ce qu'on est voilà, dans une situation un peu plus mitigée? Je pense qu'on est plutôt sur un feu vert, ou en tout cas un feu orange qui est en train de passer au vert, à l'inverse dans la réalité où le orange passe au rouge. Clairement. Là, c'est plutôt l'orange qui passe au vert, dans le sens où
Alors, sur le contexte, si je regarde le contexte européen, clairement, je pense qu'il est déjà ouvert Mhm, au contexte européen, mais américain, nord-américain. On a la chance d'avoir quand même quelques clients là-bas, des échanges. Et dans un contexte, on va dire, plutôt international, les feux sont ouverts. On l'a ressenti, nous, cette année au FIBO. Ça fait 3 ans qu'on fait le FIBO. Cette année, le FIBO, c'était énorme en termes de trafic. Ils ont fait sold out sur le week-end. C'est-à-dire qu'ils ont vendu, ils vendaient plus de place, quoi. Il n'y avait plus de mhm. place. Donc, je crois qu'ils ont annoncé 100, je sais plus, plus de 100 000 visiteurs sur tous les jours. Enfin, bref, c'est Azeo, vous un truc aviez un fou. stand au FIBO. On avait un stand au FIBO. Ça fait 3 ans qu'on a un stand au FIBO. C'est solide, ça. Euh, ouais, bah, notamment, bah, nous, c'est important. On a ce côté international, même si Ouais. aujourd'hui, on fait 80% de notre business avec des clients francophones. Donc, quand je dis francophone, pour Suisse, France, Belgique et Canada, Mhm, euh, ce que je considère francophone. On a toujours été dans un mindset de vouloir internationaliser. Euh, Moi, c'est un des contextes d'ailleurs qui a fait que j'ai aussi choisi Azeo parce que j'ai un profil assez international de par mon parcours, de par mon background, comme j'ai été directeur mhm, achat sur une industrie qui était déjà internationale, l'aéronautique. Je parle espagnol, je parle anglais. Donc effectivement, c'était assez logique. Et ça nous a permis aussi de prendre la température. Même si on reste très small, très petit par rapport à d'autres acteurs sur le marché européen. Ça a permis de faire connaître Azeo la première année, par exemple, de faire connaître Azeo auprès de certains acteurs, des concurrents aussi, plus mhm, gros, euh, de démontrer ce qu'on avait créé, quelle technologie on apportait, et notamment aussi d'identifier que bah, finalement, on sait qu'on a un des produits les plus performants du marché, rien qu'en comparant les produits de nos concurrents qu'on voit au FIBO, par exemple, tout simplement. Euh, L'avantage, c'est que c'est un peu une application mobile, c'est un peu comme une voiture. Tu rentres dedans, tu t'assois au volant, mhm. et puis tu as une sensation, tu vois, qui est un peu indescriptible. Quand tu Bien montes dans sûr. une voiture, tu sais si ça fit ou pas. Bah, avec une app mobile, c'est un peu la même chose. Tu vois assez vite si le produit te plaît, si le produit il est design, si le produit il est ergonomique, il est esthétique. Et très souvent, on a des très bons retours par rapport à ça. Donc, le FIBO nous a beaucoup aidé là-dessus. Ok, ça marche. C'était important pour moi de comprendre ce contexte parce que nous, on a un reportage qui est sorti en Suisse sur notre chaîne nationale il y a une semaine, 2 semaines, où ils expliquaient que sur 8 millions de personnes, donc bah, la Suisse c'est un tout petit pays, hein, sur 8 millions de personnes, il y avait plus de 1 400 000 personnes qui allaient en salle de fitness, ce qui est quand même un bon chiffre, on va pas se mentir. Et du coup, voilà, ça donne des signaux qui sont encourageants. Moi, je suis convaincu que les métiers de la santé, du sport et du fitness et du coaching et de la nutrition, tout ce qu'englobe notre industrie, a plutôt le vent en poupe et on va dans des bonnes directions. Mais du coup, c'est agréable d'entendre le son de cloche, ton son de cloche, qui a aussi une vision un peu plus globale, dézoomée à l'international. Si le marché nord-américain se porte bien, ben voilà, gentiment et avec un peu de temps, ça va arriver aussi, ça va arriver chez nous. Donc ça, c'est cool. Plutôt Oui, et puis encourageant. oui, oui, c'est clairement ça. Euh, En gros, il y a aussi une prise de conscience, je pense, du marché qui est qu'il faut augmenter ce qu'on appelle la pénétration de marché. Donc pour le Mhm. fitness, il faut qu'il y ait plus de personnes qui aillent en salle de sport. Ouais. Alors bien évidemment, tous ensemble, on permet de le faire. Mais les grandes marques y contribuent plus que les plus petites. Et des marques comme Basic Fit, comme Fitness Park, et toutes les autres, la part fitness, Keep Cool, ces grandes enseignes ont finalement cette responsabilité, plus que les indépendants, plus que les coachs. Mhm. Leur mission en tant que grande enseigne, c'est d'augmenter la pénétration de marché, de faire en sorte qu'il y ait plus de Français qui fassent du sport. Mhm. Puisqu'après, ben, une fois que tu t'es entraîné, par exemple, 2, 3 ans dans un certain niveau de salle, tu as peut-être envie de passer au-dessus avec un niveau de salle un peu plus premium, ou juste simplement parce que
bah, tu as pris 5 ans, tu as pris 6 ans, 7 ans et que tu as envie de changer un peu de Le style. contexte et d'environnement, de style d'entraînement, tu vas te prendre un personal trainer. Et donc ça, je dirais que moi, je mets beaucoup le parallèle avec le milieu de la grande distribution, notamment sportive. Ce que Decathlon a fait, en fait, au retail du sport, Mhm. finalement, banaliser le fait que le sport, c'est sport pour tous. Tout le monde a le droit doit avoir le droit de faire du sport et doit avoir les moyens de faire du sport. C'est de cette manière-là qu'on banalise l'accès au sport. Voilà, des baskets, ça coûte pas cher, un ballon de foot, ça coûte pas cher, un vélo, avant c'était 500 euros, Decathlon est arrivé et c'est 50 euros, c'est 80 euros. Donc en fait, cette approche-là de banaliser l'accès aux services fait par une grande enseigne. Et je pense la responsabilité des grandes enseignes du fitness. Et en fait, elles vont driver derrière ben, tous les acteurs du marché, tous les professionnels qui vont être un peu plus experts, eux, dans leur métier. Quand tu prends des Mhm. personal trainers, quand tu prends un studio de CrossFit, tu prends un studio de cross-training, maintenant tu as, le phénomène Irox aussi. Mais en fait, là, c'est des marchés de niche, mais là, c'est un peu comme la pointe d'une flèche, en fait. Ouais, ouais. La pointe de ta flèche, c'est les grandes enseignes qui ont ce rôle-là. Et je pense que là-dessus, le, elles en sont conscientes. Et donc, par rapport à ça, ça va. Ouais, les feux sont Mhm. plutôt en vert. Il y a une bonne traction. Bon, tu dois l'avoir aussi, je pense, aux Suisses avec les grandes Oui, oui. enseignes suisses. Ouais. Je vois ça en fait comme un effet de ruissellement, tu sais, sur des cultures en terrasse, où en fait, tu as la première qui prend, puis après l'eau continue à descendre, elle continue à descendre. Et effectivement, c'est ceux qui ont un grand pouvoir d'impact et des grandes capacités de communication qui font les fers de lance pour voilà, montrer que hello, ici il y a de la lumière, venez, c'est sympa. Et puis après, les autres derrière, évidemment, les plus dégourdis et les plus dégourdis vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Mais ok, cool. Pour le coup, c'est hyper encourageant pour notre industrie et pour le futur de tous les coachs, hommes, femmes qui nous écoutent, les nutritionnistes, les thérapeutes, les professionnels de la santé. Donc, c'est génial. Top. Et L- les influenceurs ont aussi, je pense, un gros rôle là-dessus, Mhm, notamment personnalité même publique, euh, les personnalités publiques en France, si tu prends le top 10, top 15, effectivement, personnalité publique sportive, elles permettent aussi d'aller toucher plus de personnes pour prendre soin de leur corps. mhm, Aujourd'hui, les 15 plus gros, on va dire, les 15 plus grosses personnalités françaises, par exemple, font du coaching à distance avec des applications mobiles. Les clients de ces applications mobiles-là, à un moment donné, ils vont aller en salle de sport. Ils ne vont pas s'entraîner toute leur vie chez eux avec une app mobile. mhm. Donc, ils vont aller voir un coach, un personal trainer. Donc, ça permet aussi, de la même manière, finalement, en tant que marque sportive, c'est les marques sportives, les marques bien-être qui créent ce phénomène de ruissellement pour qu'ensuite, effectivement, tout le marché puisse ben, cultiver cette base. Donc, ouais, plutôt, je pense, avec des feux au vert et des perspectives très positives. Ça, c'est cool. Euh, Vient la question centrale du podcast que normalement je pose après une dizaine de minutes, mais du coup, comme on était enflammé sur différentes thématiques, c'était nickel. On sent, alors, déjà, on sent que tu es animé. Et ça, j'avoue que c'est toujours hyper agréable de discuter avec quelqu'un qui a le feu. Donc, ça, c'est cool. Merci pour le partage de cette passion et puis voilà, cette énergie. La question que j'adore poser, c'est aujourd'hui, voilà, tu es cofondateur d'une entreprise, vous avez du monde, vous avez appétence à vouloir être de plus en plus grand, vous accompagnez les gens, vous avez une fonction de support. C'est incroyable. Pour toi, en tant que personne, c'est quoi une valeur qui est centrale dans ta vie de tous les jours et qui est satisfaite à travers le travail que tu fais aujourd'hui avec Azeo? Une valeur qui est centrale, une valeur en tant qu'entrepreneur, une valeur en tant qu'homme. C'est toi qui choisis et qui mets le contexte de ta réponse. Moi, je préférerais en tant qu'homme.
Mais si c'est une valeur en tant qu'entrepreneur, tu peux aussi démarrer là-dessus. Alors, la valeur en tant qu'homme, c'est le partage. OK. Je pense que tout ce que je fais, je le fais pour partager. Mmh. Euh, que ce soit, j'allais dire, personnellement, pour les gens qui me connaissent, de près ou de loin. C'est ce qui m'anime au quotidien. J'aime partager avec mon équipe aussi. Voilà, donner de la valeur et faire en sorte que chaque jour ils puissent performer encore mieux pour la société parce que justement je leur ai donné les clés pour le faire. Partager à mes clients ben, les meilleures solutions pour pérenniser leur business. Le partage est au centre en tout cas, est la valeur qui est au centre de toutes mes actions. OK, c'est joli et je pense que c'est une valeur primordiale, alors dans toutes les industries, mais dans notre industrie, d'autant plus. Alors je sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais j'ai le sentiment que certains coachs ont peur d'expliquer comment ils font les choses, de crainte qu'on leur pique leurs clients. Comme si au final, si je te partage un bout de connaissance, bah, en fait, c'est comme si on partageait un bout de pizza. Si j'ai une pizza entière, je te donne la moitié, bah, il me reste que l'autre moitié. Alors que si je te partage un tips, une manière dont je procède, bah, en fait, je garde ma manière de procéder et tu peux pas le faire à ma façon parce qu'intrinsèquement, tu n'es pas moi. Donc, voilà. Mais donc, cool. Je suis complètement d'accord. Et il y a, tu vois, alors c'est un sujet de partage qui a rien à voir, mais je pense qu'il est assez intéressant et assez parlant. Et tu me diras si tu le trouves ou pas pertinent. Quand tu te lances et que tu veux entreprendre, Mhm. souvent tu as une idée. Ouais. Tu veux pas la partager. Tu veux la garder pour toi parce que tu te dis, si je la dis à quelqu'un, on va me la piquer. Qu'est-ce qu'on t'apprend? Et nous, chez Azeo, on a levé des fonds plusieurs fois. On est rentré dans un accélérateur auprès d'un fonds qui accompagne donc des startups. On a été sélectionné parmi 10 startups sur 500. Donc voilà, on va dire qu'on a eu des intervenants voilà, excellents, incroyables, des gars qui venaient de Doctolib, Conto. Mhm. En fait, ils t'expliquent que faut partager ton idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, de base, si tu la partages à 5-6 personnes de ton réseau proche et qui te disent, mais non, mais c'est du bullshit ton idée, c'est qu'en fait, déjà, tu vas gagner du temps. Ouais. Euh, et il y a un autre côté où le partager, ça va te permettre de contextualiser ce que réellement tu veux vendre, ce qui n'est pas obligatoirement facile au début. Ouais. Tu t'exerces aussi à Et ça va pitcher te pendant que tu permettre. partages. Exactement, c'est Ouais. ça, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et donc, les coachs doivent effectivement ont souvent cet a priori-là, alors que finalement, partager leur manière de faire à d'autres experts métiers est une manière pour eux de s'enrichir Mhm. encore plus, de prendre les bonnes pratiques de l'autre, voire même de confronter son idée ou son approche. Peut-être même qu'il va tomber sur un gars qui va lui dire: ah bah écoute, moi j'ai fait ça l'année dernière, ça n'a pas marché. J'espère pour toi que ça a marché, mais moi par exemple, j'ai fait ça comme ça. Mhm. Tu as des personnes qui ont ce que j'appelle moi intelligence collective, parce qu'en fait, à partir du moment où ton service il est de qualité, à partir du moment où tu partages les bonnes valeurs avec ton client et que tu lui apportes de la valeur, ton client ne va pas partir. Mhm. Clairement. Ouais, mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, mais voilà, c'est, euh, c'est cool que tu parles de la valeur du partage. Euh, T'es pas le premier invité à en parler. Il y en a eu aussi d'autres, mais je trouve que c'est important euh, parce que même si on est indépendant, et typiquement, moi, je le vois pour le personal training, je travaille dans une grosse chaîne où on est beaucoup de personal trainers. En fait, plus il va y avoir de personal trainers dans la salle dans laquelle je vais travailler, plus je suis content. Puis quand je dis ça, notamment, tu vois, en formation, quand j'ai la chance de participer au parcours de formation de jeune coach, bah, attends, Ken, t'es complètement débile de dire ça. Si t'es seul, c'est mieux que s'il y a 10 coachs. Bah non. Attends, je capte pas. Bah, s'il y a 10 coachs qui entraînent chacun un ou une cliente, ça va donner encore envie à plus de monde d'être coaché. Parce que ça Bien sûr. va banaliser un peu la chose et pas en faire un service. Euh, Dire que c'est pas un service premium, ce serait pas juste, mais pas en faire un service qui est
un peu abstrait. Donc, non, je suis. Ok, donc le partage. Tu as parlé aussi d'une valeur en tant qu'entrepreneur, ce serait quoi? Elle serait différente du partage? Elle pourrait être différente dans le sens où euh, elle serait incomplète. Je pense qu'elle aurait besoin de peut-être deux autres valeurs pour être vraiment, en tout cas pour moi, on va dire les trois ingrédients de la meilleure pizza de l'entrepreneur. Mhm. Ce serait partage, résilience et compétitivité. Ok. Il y a il y a un truc. Mais tu parles de compétitivité, je suis moyennement surpris que tu le dises, parce qu'en fait, avant, tu as parlé du parcours de sportif pro, et tu as dit, quand tu te mets sur la ligne de départ pour une course de vélo, tu n'y vas pas pour faire la promenade, tu y vas pour gagner. Et donc, Mm. voilà, tu débarques dans ton marché, tu y vas avec d'avoir ta part du gâteau. Après, ben, c'est comme pour tout, quoi. Ça peut pas fonctionner ou ça fonctionne pas à tous les coups. C'est ça, j'ai une petite histoire assez marrante. Je ne citerai pas, je citerai pas la personne, mais Euh, une personne m'a dit il y a quelques années, donc c'était pas la première année, c'était en gros sur la deuxième année, on était en 2021, on était sur l'entre-deux Covid. Ouais. Une personne m'a dit ah, mais des boîtes comme vous j'en ai vu plein, on verra si vous êtes encore là dans 2 ans. Et si là maintenant on a discuté un petit peu, tu vois, si tu t'identifies un peu mon tempérament, Mhm. c'est le genre de phrase, en fait, il m'a fait un cadeau. Ah ouais, Parce ouais. que Vas-y, c'est nourris-moi, ça me fait plaisir. exactement, c'est un cadeau, c'est-à-dire que d'autres personnes auraient pu se dire, voir le côté négatif et le stress, de se dire, ah ouais, effectivement, il y a plein de boîtes qui se sont créées, qui n'ont pas tenu, etc. Moi, au contraire, ça m'a nourri en me disant, mais euh, moi, voilà, encore une fois, je suis prêt pour performer, je suis prêt pour faire en sorte que ma boîte, elle soit au rendez-vous. Je lance pas quelque chose simplement pour dire de le lancer, je lance quelque chose pour apporter de la valeur aux gens, à mes clients. C'est surtout Mhm, pour ça, parce que les premières valeurs, bah, c'est le partage, justement. Donc ça, il y a un côté où ça m'a nourri. Et puis bah voilà, 2 ans plus tard, encore là et bien là d'ailleurs, parce que c'est la personne en question. Je pense que elle pense à moi souvent. ok. Euh, Ouais, j'aime beaucoup l'attitude. Tu penses que tu as rencontré énormément de coachs, j'imagine, à travers l'activité, des coachs qui réussissent, des coachs qui réussissent pas forcément à la hauteur de leurs ambitions. Est-ce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qui peut poser problème chez les coachs qui se lancent? C'est-à-dire que ils y vont un peu avec la peur de gêner. J'essaye, mais j'essaye pas vraiment. Je suis pas skin in the game. J'y vais pas vraiment à la gagne. Il manque un peu de mordant parfois? Je, je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que je pense que il y a le côté partage Mhm, et peut-être pas plus que le mordant. Je pense que c'est la raison pour laquelle euh, ils se trompent sur la raison pour laquelle ils vont aborder la personne ou ils vont réellement essayer d'apporter quelque chose à la personne. Dans le sens où on voit trop le résultat. Le résultat, c'est la commande, c'est le fait de vendre 10 séances. mhm, Euh, Alors que, et ça crée un contexte de stress parce qu'en fait, tu vas voir une personne avec un objectif factuel. Et donc, ça crée un contexte de stress qui est maximisé parce que finalement, si tu l'atteins pas, ben, tu te sens frustré et déçu et tu peux remettre en cause ta capacité à bien te vendre. Et je pense que dans les premiers temps, la problématique, c'est celle-là. Dans le sens où trop de coachs font cette erreur, mais qui est normale parce que être coach ou être indépendant, c'est obligatoirement être un peu commercial. mhm. Et en fait, ben, t'as- tu te confrontes à ce que tout commerciaux va vivre toute sa vie, en fait. C'est qu'en fait, faut être résilient, faut jamais lâcher, retourner. Et on te dit non 9 fois sur 10. 9 fois sur 10, on te dit non.
Et donc, quand tu vas quand tu as fixé ton objectif et que cet objectif-là, finalement, 9 fois sur 10, tu l'atteins pas, tu peux te retrouver frustré. Alors que si tu te positionnes plus dans du conseil, dans du partage, même si bien évidemment, tu as ton idée derrière la tête de tu es là pour vendre, mais finalement, tu es là pour partager, pour apporter de la valeur, découvrir. Mhm. Parce que pour partager, il faut de la valeur, il faut connaître la personne que tu as en face de toi. Donc, tu commences avant tout par la découvrir. Et la Mhm. découverte, c'est l'étape fondamentale. Et je sais que je prêche un convaincu parce que là-dessus, on, a, on a beaucoup parlé Ouais. et je t'ai vu en intervention aussi sur le sujet closing. L'écoute et la découverte, c'est essentiel. Moi, souvent, j'interviens en centre de formation de coach, j'interviens dans des événements de coach comme on a Mhm. pu se rencontrer à un symposium ou autre. Et euh, la chose que je dis tout le temps, et vraiment tout le temps, et plusieurs fois dans la journée quand je rencontre un coach, c'est ne rate pas la découverte. Mhm. Passe du temps à découvrir la personne que tu as en face de toi, Mhm. voire même passe-en plus qu'il ne faut, parce qu'au début, tu ne sais pas combien de temps il te faut réellement, Mhm. mais passe du temps sur la découverte parce que ça va te donner des arguments pour apporter de la valeur et pour partager la bonne valeur à ton prospect finalement et te rendre légitime auprès de lui et créer ce lien de confiance. Et c'est là où après, finalement, tu vas potentiellement, petit à petit, augmenter tes chances de passer de 9 refus sur 10 à 8, à 7, à 6, etc. etc. Mais Mhm. tu n'atteindras jamais la perfection. On te dira toujours non. On te dira peut-être même non 10 fois avant de te dire oui. Mais c'est pour ça que la valeur du partage, pour moi, elle est plus importante au départ à avoir vraiment voilà, dans son mindset et se dire finalement, tu sors d'un rendez-vous avec un prospect, il t'a dit non. Tu peux très bien te dire aussi, OK, il m'a dit non, mais qu'est-ce que je lui ai apporté, qu'est-ce que je lui ai partagé qui lui a apporté de la valeur? Est-ce que je peux me satisfaire de lui avoir apporté au moins 7 tips? Peut-être que, bah, moi, je pense que oui, parce que cette tips-là, si ça lui a apporté de la valeur, bah, peut-être que dans 3 semaines ou dans un mois et demi, quand je vais la rappeler, il va se rappeler de moi parce qu'à ce moment-là, je lui ai dit la chose qu'il fallait faire. Et donc, Mhm. finalement, tu vas peut-être pas signer tout de suite, dans la semaine, ni dans le mois, mais peut-être que tu le signeras dans l'année. Et si tu fais ça sur un large panel de personnes que tu rencontres et que tu arrives à partager un maximum et à créer un bon maillage de ton réseau, bah, très souvent, tu t'aperçois qu'après, ton réseau, il travaille tout seul parce que tu partages justement et que tu donnes de la valeur. Et les personnes viennent te voir en disant peut-être au bout d'un mois, peut-être au bout d'un an, peut-être voir au bout de 3 ans, en disant bah écoute, ce que tu m'avais dit la dernière fois, j'y ai repensé. Ok, j'ai envie de bosser avec toi. Et voilà, step by step, l'oiseau fait son nid. Et je pense que le partage, c'est la valeur que les coachs devraient avoir en tête. Je... Voilà. Je suis d'accord, je ne peux pas dire autre chose. Ouais, bon, bah, comme tu l'as dit, hein, nous, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 semaines et demie maintenant au symposium à Nevers. Donc voilà, c'est du coup Flora Vice de Find qui nous a présenté. Et c'était le sujet en fait de ma table ronde. Alors donc j'ai eu la chance d'avoir Anthony qui est venu assister à une partie de ma table ronde. J'avoue que quand j'ai eu un des cofondateurs de Azeo en face de moi, je me suis dit, Wouah, j'ai mes pulses qui sont montés de 25 d'un coup. Non, mais c'était très cool et effectivement, c'était le cœur de ma présentation. Je reste convaincu que si tu veux pouvoir vendre, tu es obligé de t'intéresser à la personne, mais pas t'y intéresser. Oui, ton idée, comme tu l'as dit derrière, c'est tu veux vendre à la fin parce que c'est comme ça que tu vis, mais il faut réellement t'intéresser à la personne. Réellement t'intéresser à la personne. Et c'est toujours le même principe comme quand tu rentres dans une nouvelle boîte, comme quand tu démarres quelque chose, c'est donner avant de pouvoir recevoir. Et donc, je donne des tips à la personne, même si à la fin, elle ne prend pas. Mais si ça se trouve, soit elle va revenir après X temps parce que j'aurais laissé une bonne impression, soit elle va éventuellement me recommander à quelqu'un d'autre. Parce que déjà, de un, on ne peut pas vendre à tous les coups, mais particulièrement dans le coaching où c'est une affaire d'humain à humain en direct, il y a aussi des atomes crochus et du feeling qui, des fois, n'est pas là et du coup ne permet pas la collaboration. Oui, c'est ça.
Ouais, tout à fait. Moi, Mm. je suis en phase avec toi. Ouais, ok. Faut Euh, donner pour recevoir. ouais, donner pour recevoir. Et puis, ce qui est bien, c'est que euh, les 9 fois où on t'a dit non jusqu'à ce que ton ratio il se contrebalance et que tu deviennes une référence dans ton domaine où tu n'as plus du tout de barrière à l'entrée et les gens arrivent et disent je veux bosser avec toi. Parce que bah voilà, ton expertise est reconnue et donc tu n'as plus besoin ou moins besoin de vendre. Mhm. Cette valeur de partage, pour moi, elle reste fondamentale. Mais j'aime beaucoup la manière dont tu as amené le truc. Pour le coup, c'était une mini masterclass business. C'était incroyable. Bah, écoute, très content que ça t'ait plu. Je- je- j'en fais quelques fois, donc je commence à être effectivement Ouais, ouais, mais assez à l'aise c'était, sur le sujet, même si c'était, on en apprend toujours. C'était très bien amené. Et effectivement, moi, je vois ce truc où souvent, quand je discute avec les coachs, ils me disent, ouais, mais tu vois, j'ai discuté avec quelqu'un, il avait l'air super intéressé, mais en fait, j'ai été gêné de lui proposer l'achat. Et bah, en fait, vas-y à chaque fois avec l'état d'esprit que tu vas réussir à faire ce que tu as derrière la tête. Puis quand ça marche pas, les 9 fois sur 10, bah, c'est pas la fin du monde. Au moins, tu as éliminé des manières de faire qui sont pas forcément justes. Tout à fait. Ok. Euh, C'est quoi le revers de la médaille de tout ce que tu fais, Anthony? C'est-à-dire qu'on sent la passion, tu as parlé de partage, tu as parlé voilà, de compétitivité, de résilience. Bon, c'est bon, on a senti que tu étais animé, ça c'est sûr. Maintenant, le monde n'est pas que coolitude et trucs fun. C'est quoi le, C'est vrai. c'est quoi le prix à payer pour tout ça? Je parle de revers de la médaille parce que j'aime pas trop. Enfin, prix à payer, côté obscur de la force. Voilà. C'est quoi l'autre partie du spectre? Le revers de la médaille, j'aime bien. J'aime bien. Je le réutiliserai, Tu Ken, si peux. tu me le permets, Ah, une autre fois. tu peux. Le revers de la médaille, c'est la vie est dure. La vie, c'est comme le vélo. C'est beaucoup de souffrance. Après, on peut aimer souffrir. Et Oui. je pense qu'on aime souffrir quand on aime souffrir quand on est entrepreneur. Mhm, Les entrepreneurs, la résilience, c'est de la souffrance parce que finalement, on te dit non, on te dit non, on te dit non, et tu retournes, tu retournes, tu retournes. Donc, mhm, le revers de la médaille, c'est voilà, c'est que là, on va dire qu'on n'est pas c'est pas un long fleuve tranquille. mhm, C'est une piscine à vagues, si tu veux, ou c'est une mer déchaînée. Et nous, on doit apprendre à être des bons surfeurs, à beaucoup anticiper. Donc, le risque, c'est la noyade. Donc, en gros, voilà, tu, tu comprends assez vite que tu as des responsabilités importantes vis-à-vis de ton avenir. Donc là-dessus, je pense que c'est dans ce sens-là où c'est vrai que il y a un côté que je regrette notamment sur le côté entreprendre, c'est beau. Entreprendre, c'est beau, c'est génial et j'adore ça. Mais je pense que on ne parle pas assez de le conditionnement qu'il faut avoir, finalement des échecs qu'il faut vivre. Encore une fois, on parle d'échecs, ça peut être des petits échecs. Hein. Il y a, il y a un gars qui a dit, un Américain, j'ai trouvé ça génial, sur TikTok, ça avait fait des millions de vues. Le gars a dit, réussir son business, c'est comme faire un enfant. En fait, tu comptes pas toutes les tentatives que tu as eues avant. Alors, il y en a, ils réussissent au premier coup. Mais c'est quand même très rare. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout Donc, à fait. je trouve ça tellement vrai dans le sens où tu as énormément d'échecs, tu as énormément de questionnements. Tu sais pas si tu fais le bon choix, tu as des responsabilités parce que tu as des collaborateurs. Il n'y a pas de guide. Concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas de guide pour voilà, réussir ton business. Ton entreprise, elle est unique. Ce que tu proposes, c'est unique. Ta proposition de valeur, elle est unique. Donc, Toi, tu es réussir ton unique, tu as business, fait plein de choses.
En plus, ouais. Donc, il n'y a personne qui va venir et qui va te dire, tiens, voilà ton guide, hop, tu pars avec et puis tu vas réussir. Non, en fait, tu sais pas, tu te lèves Ah, le matin, tu sais pas ce que tu vas faire. Anthony, es-tu en train de me dire que les e-books gratuits sur YouTube avec les vendeurs de formation qui te proposent qu'en partant de zéro, en n'utilisant ni les réseaux sociaux, ni les cartes de visite, ni le démarchage, ni les flyers, ni le site internet, et tu fais 30K à partir de 3 mois, c'est faux? Ah, j'en ai bien peur, ouais. J'en ai Ah bien peur. non! Mon Dieu! Ouais. Ouais, j'en ai bien peur. Bah, moi, aujourd'hui, tu vois, pour accompagner d'autres patrons dans des activités complètement distinctes, notamment sur ma partie conseil, euh, encore une fois, j'ai le guide. Alors que, tu vois, bizarrement, indirectement, je suis aussi consultant. Donc, on pourrait se dire, ben ouais, c'est bizarre, il n'y a pas de guide pratique. Bah non, parce qu'en fait, il n'y a pas de guide pratique. Dans les faits, on adapte, on cherche, on teste. Mhm. En fait, c'est ça le guide pratique. Ouais. En C'est gros, la méthode la empirique. solution, exactement. Ouais. En fait, si tu comprends ça, tu as tout compris. Ouais. Il n'y a pas d'autre guide. Ça me rassure personnellement dans l'accompagnement que je fais des coachs que j'ai en mentorat. Je fais souvent en fait cet exemple-là et tu me diras si ça te parle ou pas. Pour trouver des nouveaux clients, c'est la question qui revient souvent. Pour trouver des nouveaux clients, comment on fait? Parce qu'il y a une manière de faire. Et je dis, bah écoute, on va prendre deux cas de figure. Premier cas de figure, tu es quelqu'un d'extrêmement extraverti qui a beaucoup de facilité à aller vers l'autre. Et deuxième cas de figure, tu es quelqu'un de plutôt introverti qui, quand il doit se présenter à une nouvelle personne, a les mains moites et la voix qui tremble. En fait, la stratégie, si tu es l'un ou si tu es l'autre, est complètement différente. Parce que on va juste, tu peux pas en tant que, et ça c'est un truc dont je suis convaincu, presque, on va pas dire convaincu à 100%, mais en fait, tu peux pas travailler sur tes faiblesses pour développer ton business. Au départ, tu as besoin de potentialiser tes forces. Et quand tu as l'inertie qui est en place, bah là, tu peux travailler sur les trucs qui pêchent. Alors, là-dessus, tu dis un truc, c'est marrant. Ma, ma team te dirait I don't care your weaknesses. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce que je leur dis. Donc, je me fous de vos faiblesses. Mhm. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne comme ça parce que j'ai eu la chance d'avoir je veux dire, quelqu'un qui m'a inculqué cette approche-là très américaine. Mais c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a d'autres et je juge absolument pas les autres modèles, mais je travaille que sur les forces. Mhm. Moi-même personnellement et sur ma team, je travaille que sur les forces. Pourquoi? Bon, quel est le concept derrière? Parce que, on va dire, dans le modèle, on part du principe que si tu arrives à maximiser au maximum tes forces, elles vont tellement être amplifiées qu'à un moment donné, elles vont inhiber la faiblesse. Parce qu'en fait, tu n'as pas qu'une seule force, tu en as Mhm. plusieurs, tu en as plein, et c'est un peu comme un phénomène de yin et yang. Sauf que si tu pousses au max et tu réussis à être le plus fort dans une compétence, ben finalement, peut-être que la faiblesse, tu la verras même plus, et les gens la verront même plus parce qu'en fait, ils vont que s'apercevoir de cette force que tu as, et au quotidien, de la même manière. Un exemple, souvent, beaucoup de personnes me disent, tu fais trop de trucs. Genre, je fais trop de choses. C'est vrai que j'ai un peu ce côté très hyperactif, donc je fais beaucoup de choses. Mhm. Et on pourrait avoir l'impression certaines fois que c'est du last minute. Sauf que finalement, moi, dans ma manière de faire les choses, euh, je le considère plus sur du just in time. C'est un côté un peu, Oh, c'est joliment. tu vois, La nuance est fine, mais c'était très élégamment amené. j'ai fait du lead management, notamment dans le milieu industriel. Donc, le lead management, pour rapidement expliquer, c'est un concept d'organisation industrielle ultra optimisé, justement, qui pousse le juste à temps, donc le just Mhm. in time.
qui a été créé par Toyota dans les années 80, en totale opposition avec Ford qui faisait des voitures à la chaîne. Toyota a dit non, on ne fait pas à la chaîne, on fait plein de petits blocs et on fait du juste à temps. Mhm. Et donc, en fait, moi, je fonctionne comme ça un peu tout le temps, donc dans ma vie perso comme dans ma vie pro. Ce qui fait effectivement qu'il y a beaucoup de tâches. On pourrait avoir l'impression que très souvent, c'est à la dernière minute, mais dans l'ensemble, si tu regardes, entre guillemets, l'ensemble des tâches que j'arrive à réaliser, je finis ma journée, je me dis, ah ben, j'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps. Alors, des Mhm. fois, je me rate, hein, bien évidemment. Je... mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, en lean management, on déteste les temps d'attente, les queue Mhm. time, tu vois. On déteste le déchet et on déteste les goulots d'étranglement. C'est un peu les trois trucs qu'on déteste. Mhm. On va les met en place une organisation lean. Tu vas chercher tous ces petits points, tu vois, goulot d'étranglement, temps d'attente et déchets, et tu essayes de les résoudre. Et, et cette approche-là que j'ai est un point fort. Là, moi, je le considère comme un point fort. Et effectivement, je vais essayer chaque jour d'être encore meilleur dans mon approche lean de ma vie perso comme pro, qui va, qui peut finalement derrière donner l'impression que effectivement je fais trop de trucs. Mhm. Mais pour moi, c'est assez facile parce que j'essaye de faire tout le temps les choses au bon moment, bon moment, bon moment. Et donc, bah, au final, j'additionne plein de tâches. Mhm. Donc, Je... Ouais. Tu as une mécanique de travail qui t'est propre et qui fonctionne. voilà, c'était pour donner l'exemple plus Mhm. de se dire, ça c'est un des points forts que j'ai identifié et bah, je vais aller au maximum, en tout cas essayer de le développer. Encore aujourd'hui, j'essaie de le développer et mon but c'est quoi? C'est d'être le plus productif possible dans ma vie perso comme dans ma vie pro. Je considère que chaque minute ou chaque heure de mon temps a une valeur et que je veux pas effectivement, je veux pas la perdre. Et donc j'essaie de faire ça de la manière la plus efficace possible. Alors que, bon, à côté, on pourrait dire des fois que je manque peut-être d'organisation sur plein de sujets, Mhm. mais quand tu regardes le nombre de tâches que je suis capable de gérer et de faire, même si je voudrais en faire toujours plus, Ouais, bon. je suis naturel insatisfait. Ok, génial. Merci pour toutes ces réponses. Euh, j'ai le sentiment que la discussion pourrait durer encore un bon moment, vu qu'on a l'air d'avoir des On va en visions refaire une. communes. Ouais. On fera un épisode retour, retour si jamais. C'est le moment du quiz, Anthony. C'est un quiz hyper light qui vient après la question c'est quoi le revers de la médaille, même si du coup on a un peu dérivé, mais le but étant de faire revenir un peu de soleil et un peu de lumière dans la conversation. Euh, Il y a une dizaine de questions, tu réfléchis pas aux réponses que tu donnes. C'est thématique super light, donc voilà. T'es prêt? Vas-y. Ok, Anthony, quand t'étais petit, tu jouais à quoi? Au foot. Ok. Un aliment que tu n'aimes pas manger. Hum, la cervelle. Les abats, ok. L'application que tu utilises le plus pour bosser. Azéo. Ah, ça c'était la bonne réponse. Une de tes manies, si tu en as une. Mettre les mains dans mes poches pour vérifier que j'ai tout ce qui est important avant de sortir de chez moi ou avant de sortir d'une pièce. Ah, même avant de sortir d'une pièce. Ouais, Ok, ouais, parce que je suis très tête en l'air. ok. Donc, j'ai fait Tu ça tout le vérifies. temps. Ça marche. J'essaye, ça m'arrive de des choses encore. Ta citation préférée, si tu en as une. Hmm, j'ai pas de citation préférée, j'en ai plein qui m'inspirent. Une qui t'inspire là tout de suite à l'instant T. Une qui m'inspire là tout de suite, c'est qu'il n'y a pas d'échec, c'est que de l'apprentissage. C'est un très bon reminder.
Un gros mot que tu dis souvent si tu dis des gros mots. Franchement, j'essaye de rester le plus courtois possible dans mon vocabulaire. Ah, c'est Donc, élégant. j'en dis pas beaucoup. Il y a peut-être on va dire le putain Qui sort de temps en temps. traditionnel français. Ok. Bon, alors ça va. Ton film favori? Oh, j'en ai plein. J'en ai plein. Un maintenant à l'instant Euh, T. auquel je pense, là, comme ça, Ouais. je dirais Gladiator. Ah, bon, très très bon ça. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Ce que j'aime le moins dans mon job, le côté administratif, C'est la un, compta. c'est un truc qui revient super souvent, ça, le côté admin. Ouais. T'écoutes de la musique, Anthony? J'écoute beaucoup de la musique. Ok, Ouais, je suis assez la chanson du moment. La chanson du moment, enfin, il y en a plusieurs aussi. Je dirais euh, Baise le monde d'Orelsan. Ok. Ah bah tu vois, on arrive à sortir un peu du langage un peu chartier, c'est parfait. Euh, Allez, je l'ai choisi avant tout parce que, en tout cas, s'il y a des personnes qui l'écoutent et qui la connaissent pas, elle est, je trouve, assez bien à écouter, notamment pour les paroles. alors je ne la connais pas et je vais l'écouter après quand je vais monter dans la voiture. Si tu pouvais Là, ce que partager, t'en penses pas. ouais, si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, peu importe la personne, ce serait qui? Si je pouvais Célébrité, partager un... personne réelle, personne fictive. J'ai fait un podcast hier avec un invité qui m'a dit Tony Stark. Donc tu vois, ça pourrait être qui tu veux. fictif ou bah, C'est là toi? comme ça chaud si tu me dis n'importe je pense que alors côté sentimental ce serait quelqu'un de ma famille qui est décédé Ok, mais du coup mon grand-père en l'occurrence mais ok. Bah ça me va. C'est très bien. Ça me va très c'est bien. le côté racine c'est Ouais, le ouais. côté racine proche de la famille. Ça me va très bien. Je trouve ça très joli. Si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Franchement Ok. je T'es pas obligé, recommande. Ouais, t'es, non. t'es pas obligé de répondre. Je pense ouais, non, je pense que je suis là au bon endroit à l'heure actuelle. Et demain, quand j'aurai besoin de changer, je changerai. Ok. Une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Alors, du coup, ça va être mon précepte Lean Management. Ok, Euh, notamment un bouquin qui s'appelle Le But de Goldratt. ok, En anglais, c'est The Goal de Goldratt. Je crois que c'est Goldrath. C'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais en bachelor, donc je devais avoir 22 ou 21 ans, je sais plus. J'étais en bachelor à l'étranger. Et ouais, c'est un bouquin qui a changé. Le lean management, de manière générale, a changé ma vie sur la manière dont je vois les choses et mhm. de la manière dont je vis. Et ce livre-là qui synthétise un peu les préceptes, les concepts et qui les met en contexte dans des cas qui sont plutôt assez compréhensibles du tout à chacun est un livre que je conseille fortement. Ouais. C'est noté. J'ai noté ça. C'est bien. Merci pour les réponses. Tu vois, c'était ça le quiz. C'était rien de plus énervé. Ouais, écoute, nickel. Euh, T'as flippé quand t'as décidé de quitter ton job dans l'industrie aéronautique? C'était un peu un J'aime. moment. C'était l'état d'esprit et le mindset dans lequel t'étais quand t'as décidé de quitter ton job, qui était quand même un poste important, hein, c'était comment? Ah ben, c'était dur. Ok. Alors, La vie, c'est dur. on reste là-dessus. On reste sur cet instant T. Tu décides de quitter. Voilà. T'es animé de sentiments qui sont pas forcément positifs. Le Anthony d'aujourd'hui, on est
On est le 10 mai 2024, peut aller causer avec le Anthony qui décide de quitter ça et de partir dans une nouvelle aventure. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Je me dis, j'essaie de trouver une bonne phrase. Vas-y. Il y en a une qui me vient comme ça cash, c'est vas-y, ferme les yeux, baisse la tête et roule. Ok. Ça aurait été la phrase qui sort, en gros, je sens le cycliste un peu de l'époque qui est Ouais. encore un peu là, tu vois. Mets la tête dans le Euh, guidon et puis. Ça fait mal. Exactement. Ouais, c'est un peu là. Quand ça va pas, souvent je me dis, bah, parce que j'ai beaucoup vécu ça sur le vélo, quand ça va pas, je me dis, c'est ça, ferme les yeux, baisse la tête et roule. Et Ok. tu donnes tout. Bon, un peu, mais là, je lui dirais ça parce qu'effectivement, à l'époque, cet Anthony-là, il avait peur. Ah ouais, bon, pour différentes raisons, et je pense pour de bonnes raisons d'ailleurs. Mhm. Il était inquiet, il savait pas s'il faisait le bon choix, il mettait beaucoup de choses à risque finalement. Une situation plutôt confortable, en plus, voilà, dans une entreprise ou dans un métier dans lequel je commençais à avoir euh, je performais plutôt bien, en tout cas la carrière avait plutôt tendance à confirmer que ça allait plutôt bien, et tout en ayant euh, voilà, une certaine zone de confort, je savais et je pouvais me challenger dans un contexte ultra complexe et international. Donc c'était vraiment le top du top par rapport à ce que moi je recherchais. Et là, ben, finalement, c'était sauter dans l'inconnu. Mais je lui dirais que faut y aller, ouais. En Vas-y. tout cas, aujourd'hui, pas du tout. C'est magnifique. Cool. Dans 10 ans, t'aimerais être où ou en être où? Hmm, dans 10 ans, euh, je t'avoue que je suis très carpe diem, dans le sens où voilà, je vis le moment présent et j'essaye de, même si bien évidemment en tant que patron, on se doit d'avoir une vision à moyen terme, parce que c'est ça notre boulot finalement, c'est Mhm. faire les choix qui vont amener notre société à être là où elle est dans 3 ou 5 ans. Au niveau personnel, j'avoue que je te dirais que je sais pas parce que je pense que je pourrais être potentiellement n'importe où, Mhm. faire n'importe quoi, si tu vois la dédicace. Ça me parle. Euh, non, mais oui, je pense que je pourrais. Je me vois pas, même si je sais, je pense que Azeo aura fait, ou aura eu tendance à être absorbé par un plus gros, parce que c'est en règle générale ce qui se passe dans des sociétés comme les nôtres. Donc effectivement, de près ou de loin, je pense que la marque en elle-même sera rattachée à une plus grosse marque. Est-ce que je serai toujours dedans, possible ou non, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que en tout cas, l'objectif, c'est de la voir amener le plus haut possible. Et ça fait aussi partie, d'ailleurs, on en parle souvent, mais voilà, ça fait aussi partie du projet. On sait qu'à un moment donné, on fait des sociétés pour qu'elles soient, voilà, pour que finalement le sujet reste, le sujet perdure, et une manière de faire perdurer ce qu'on a créé, c'est aussi de venir s'associer, se faire racheter, fusionner. Il y a plein de, ça peut être aussi rester effectivement en autofinancement propre, et avoir un fonctionnement autonome. Mais c'est vrai que sur des sociétés comme les nôtres, on va plutôt sur un marché international, on va plutôt imaginer, ou en tout cas nous c'est comme ça qu'on le voit, que à terme il y a de grandes chances qu'on devienne la pièce à l'intérieur d'une plus grosse entité. Ok. Euh, donc moi j'avoue que j'ai pas de, Alors, je te dirais pas, pas d'idée. pour quelqu'un qui dit c'est pas trop, c'est quand même vachement précis tout ce que tu viens de nous dire. Ouais, peut-être. Bah tu vois, finalement j'ai répondu à la question. Ouais, ouais, t'as très bien répondu à la question. Ok, on arrive à la fin.
On arrive à la fin du podcast. C'était super intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. De rien. Un dernier mot pour les gens qui nous auront écoutés. Voilà, une bonne parole, la sage parole dans une minute. Tu peux faire une citation que tu peux faire, tu pourras signer de ton nom. Voilà, c'est le moment. Qu'est-ce que tu peux dire aux auditrices et aux auditeurs du podcast? Que tu as déjà dit ou que tu Euh, n'as pas encore dit, hein, évidemment. Moi, je vais dire un truc que j'ai pas dit. Tu me parlais de citations. Je dirais une citation qui est assez d'ailleurs en phase avec le carpe diem, c'est mieux vaut des remords que des regrets. Mhm, Donc voilà, ça c'est. Je pense que ne pas faire les choses, et attendre, c'est la pire des erreurs. mhm, Et après, pour ceux que ça intéresse, si effectivement demain l'histoire ou un peu la manière dont on a fait l'aventure Azeo, on l'a vécu un peu step by step intéresse. On est en train de bosser sur un truc avec ma team où justement on va aborder un petit peu trimestre par trimestre comment on est passé de 2020 à 2024, comment on est allé chercher bah, comment on est allé chercher le million de ventes, comment on a structuré l'équipe en mhm, recrutant les premiers salariés, etc., les erreurs, les réussites, parce qu'il y en a aussi. Donc, si ça intéresse certaines personnes, bah, voilà, je vous invite à suivre notamment par exemple mon LinkedIn, mhm. Anthony Sora, ou sur Instagram, Anto Sora Gonzalez, et j'en parlerai un peu, on est en train de bosser dessus. Euh, ouais, je sais qu'on me l'a demandé, en tout cas on m'en a parlé, et tu vois, tes questions, on était assez liées aussi Mhm, dans comment on est, quelles étapes, etc. Et donc là, l'idée c'est de rentrer un peu dans le contexte, toujours dans tout en étant animé par ce partage, mhm. finalement partager les 4 années, L'histoire. nos 4 humbles années, voilà, et notre histoire. Parce que voilà, si ça peut aider, j'en serais très content. Cool. Bah, du coup, tu as répondu à la dernière question qui était où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, sur LinkedIn, Anthony Sora, sur Instagram. De toute façon, je mettrai les liens. Et puis, bien évidemment, sur le site d'Azeo. Évidemment, Exactement, azeo.com, amzo.com. azeo.com, donc disponible en 6 langues. Donc Disponible en là, six il n'y a langues, plus d'excuses. disponible sur le web, disponible sur Android et disponible sur Apple iOS. iPhone. Exactement, Génial. exactement, exactement. Anthony, merci beaucoup pour tout ton partage. C'était vraiment cool. Passer un bon moment. J'espère que les auditrices et les auditeurs du podcast auront pris autant de plaisir à nous écouter qu'on en a pris à enregistrer. Donc du coup, je te dis à très bientôt. Et puis pour ceux qui nous ont écoutés, merci pour votre fidélité. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde. Merci Ken, ciao, merci à tous.